Hein? Hein? تسمع دابا تسمع une chaîne complètement intégrée de façon rendu de nos résultats pour nos patients. C'est une aide dans l'interprétation des numérations de formules sanguines. L'avenir est maintenant pour notre laboratoire l'intégration au sein d'une interface unique pilotant le microscope numérisé des données issues des patients. Nos métiers sont passionnants car malgré la standardisation et le grand nombre d'échantillons traités tous les jours par ce laboratoire, nous assurons des résultats uniques pour chaque patient. Reagent, and calibrator. In AAA systems, all three are the same brand. In ABB system, one is from a different brand, while in ABC systems, each element comes from a different brand. In AAA
system, the calibrator is critical as it ensures traceability throughout the chain to international standards. Accuracy through both national and international accuracy verification. Mindray's R&D team optimizes the clinical performance of AAA system by running extensive testing for one chemistry parameter on each month. 1,000 samples and external hospital clinical verification. A powerful database is built in the AAA system software. Data such as reagent application rules, smarter system that generates more reliable results. There are huge benefits to the customer from the AAA chemistry system. Traceability guarantees more accurate, comparable results, improving EQA performance. The AAA system software monitors reaction curves through absorbance characteristics. It flags abnormal reactions in high concentration samples, then triggers auto-dilution and rerun to generate more reliable results and avoid false diagnosis. The system can also apply an additional enhanced wash between the two carryover tests, or modify the test sequence to minimize carryover and avoid false diagnosis caused by cross-contamination. The AAA system is easy to use and includes advanced workflows, enabling laboratories to reduce manual operations, maximizing efficiency, and improving turnaround time. The AAA system customers can get several value-added services, such as regular systemic training for applications, comprehensive technical support, a research and experience sharing platform, and conference support. Mindray AAA chemistry systems that make original reagent match well with analyzers can provide more accurate and reliable results to reduce false diagnosis, maximize efficiency, and improve turnaround time for laboratories. هبدأ لا أقعد لي هكذا
Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième édition du Mindray Class Région Afrique Afrique francophone. Aujourd'hui, nous avons la troisième édition du Mindray Class après l'hématologie, l'immunoanalyse. Et maintenant, c'est la journée spéciale dédiée pour la biochimie, pour la série BS 230, 240 et 240 Pro. Alors, le plan de la journée, on va entamer deux principaux parties. La première partie, ce sera une partie produits et applications. Ce sera la présentation de la série 230, 240 et 240 Pro. La gestion des réactifs, comment gérer les réactifs à travers le logiciel, ainsi de suite. La calibration, comment calibrer, comment voir la courbe de calibration et le contrôle de qualité. La deuxième partie, ce sera la partie technique, la partie présentation technique de trois modèles. Ce sont identiques. On va voir la différence entre les trois modules, ou bien les trois modèles plutôt, et les machines. Une présentation de la maintenance et aussi, en fin de compte, de base. D'abord, je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter vos microphones et comme ça, on n'aura pas beaucoup de perturbations. Alors, comme j'ai dit, on a trois modèles, comme vous voyez sur la photo, ou bien le premier slide, le BS 230, 240 et 240 Pro. C'est les petits appareils de Mindray sur paillasse. Donc, il y a des petites différences entre les trois modèles. On va les voir après sur le slide. Et je pense que chacun de vous a un de ces modèles, ou bien les deux, je ne sais pas. Ça dépend des clients. Alors, pour le 240 Pro, normalement, nous avons une grande capacité, ça veut dire une capacité pour échantillons et réactifs. Donc, on a 50 positions pour les échantillons et 50 positions pour les réactifs et 50 positions interchangeables. Ça veut dire qu'on pourra, sur les 50 supplémentaires, soit rajouter 50 positions pour les patients ou bien 50 positions pour les réactifs. Donc, c'est pour ça on dit on a jusqu'à 100 positions pour les réactifs et jusqu'à 100 positions pour les échantillons. Sur la 230 et la 240, on a plus ou moins que la 240 Pro, donc 40 positions échantillons et 40 positions réactives plus ou moins. Donc, on pourra dire que c'est 80 positions pour l'échantillon et jusqu'à 80 positions pour les réactifs comme les 240 Pro. Ici, on a uniquement 40 positions interchangeables comme vous voyez sur l'image, sur la zone jaune. On a la deuxième ligne du carrousel échantillon réactif qu'on pourra rajouter soit les échantillons, c'est les positions échantillons, ou bien la deuxième lignée des réactifs. Alors, oui, ok. Vous arrivez à m'entendre parce que j'ai reçu des messages sur les conversations que vous ne m'entendez pas. Je vais juste vérifier. On n'entend rien du tout. Hamza, vous m'entendez? Oui, on entend. Merci, petit Sam.
Alors, on enchaîne. Donc, on a une sonde bien aiguille. On parle d'une aiguille intelligente. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs caractéristiques et avantages tels que la détection de niveau de liquide, la détection de collision, soit verticale ou bien horizontale, le suivi du volume, ça veut dire le volume des réactifs, ça veut dire l'inventaire de réactifs. Une fois l'aiguille touche le volume, elle sait combien de volume et aussi le test restant, nombre de tests restants par flacon, bien par test ou bien par réactif. Un préchauffage spécial des réactifs parce que on a la carrousel ou bien la position des réactifs, elle est réfrigérée. Donc, avant d'utiliser le réactif sur l'unité réactionnelle ou bien les cuvettes, on doit les réchauffer pour avoir une température optimale pour la réaction. Et aussi, on a une option, c'est l'option de détection de bouchage, bien de clog. Si l'appareil, si l'aiguille détecte il y a des bouchages, il vous donne des alarmes. Ça, c'est une option supplémentaire sur les appareils. Alors aussi, on a un système de nettoyage en cascade. C'est un système avancé de nettoyage à l'aide de l'eau distillée qui aide à avoir un minimum de contamination. On a à peu près moins de 0,05% comme indice de contamination sur cette gamme des appareils BS 230, 240, 240 Pro. Aussi, sur le 240 et le 240 Pro, on a une station de lavage avec 4 étapes et 8 cycles. Pourquoi 4 étapes et 8 cycles? Ça veut dire chaque étape est faite 2 fois ou bien en double avec une consommation d'eau d'environ 6,5 litres par heure et une contamination inférieure d'une ppm, particules par millimètre cube. Alors, et sur le 230, on ne parle pas de station de lavage parce qu'on utilise des cuvettes utilisables et en cas de problème, parce qu'on a une station de lavage qui lave, comme j'ai dit, les cuvettes en 8 étapes et par 4 segments. On a aussi le lecteur coup à barre. C'est toujours une option. Une autre chose de plus, pourquoi on dit plus? Parce que sur cette gamme-là, surtout, on compare notre produit avec la concurrence. Le dosage de l'hémoglobine glyquée. Alors, comment ça se fait? Parce qu'on a une aiguille qui est spéciale, un design spécial de l'aiguille qui descend à l'intérieur ou bien au fond du tube pour prélever les globules rouges. Et pour éviter la contamination des cuvettes. Et aussi, en troisième lieu, on fait l'hémolyse à bord. Comment? C'est ça les étapes. Alors, en premier lieu, on prend un tube EDTA, c'est un tube dilté pour l'hémoglobine glyquée. On fait la centrifugation et on met le tube à l'intérieur, après la centrifugation à l'intérieur. Du fond, le globule rouge, du caillot, du clou, pardon, clou globulaire, il prend le volume du globule rouge et fait l'hémolyse à bord parce qu'il y a un réactif de préparation supplémentaire qu'on l'oppose avec. Alors ça, c'est sur la classification de produits. On a l'hémoglobine à bord sur les 3 ou bien 2 appareils 240, 240 Pro et 360E. C'est un autre modèle. Par contre, le nettoyage du cuvette. Et aussi, la différence entre 230 et 240 Pro, on va les voir après sur un
une slide avec un tableau dédié pour la classification et aussi la différence entre les trois. Ou bien un résumé de caractéristiques de comparaison entre les trois modèles. Donc, ils sont identiques à part, il y a des petites différences entre les trois. Par exemple, en termes de cadence, sur le 230 et 240, on parle jusqu'à de 200 tests par heure. Par contre, sur le 240 Pro, on a un 240 tests constants par heure. Et aussi, comme je dis au premier slide, on a une capacité de position d'échantillon et réactif jusqu'à 100 positions échantillon et réactif. Pro, il utilise des cuvettes réutilisables parce qu'on a une station de lavage. Par contre, sur les cuvettes de 230, c'est des cuvettes jetables. Et autre chose qui est très importante, c'est sur les trois appareils, on utilise un volume minimal de réaction. Donc, on a le volume minimal, c'est 100 microlitres. Et comme j'ai dit, l'hémoglobine glyquée, on a uniquement sur 240, 240 Pro, 230, on n'a pas cette option-là. Autre chose qui est très importante, sur cette gamme-là, on a la même plateforme de logiciel comme les grandes machines de minerai. Ça veut dire de moyenne génération, de moyen modèle, c'est comme le 480 ou bien 600, ou bien la grande série, le BS 800, ou bien le SAL. On reste toujours sur le même plateforme génération, bien l'ancien plateforme. Donc, l'avantage de minerai, les équipements de minerai, soit la biochimie ou bien l'immuno, on a presque le même logiciel. Donc, ça facilite la tâche pour les utilisateurs de changer d'un automate à un autre. Donc, en termes de formation, ça facilite la tâche. On va les voir après. La partie logicielle et vous allez voir que le logiciel il est vraiment facile et c'est identique soit 240 ou bien 240 Pro et aussi 230 et même les gens qui utilisent le BS 800 bien même le SAS 6000. Alors on reste sur l'affichage des réactifs. Comme vous voyez ici, ça, c'est le 240 Pro. Donc, on a jusqu'à 100 positions, 50 plus 50. Voilà. Les réactifs, par exemple, ici, on rentre sur le menu réactif, bien réagent. Et après, on rentre sur réagent calibration ou bien réactif calibration. Et on met load ou bien chargé. Et ici, on fait le chargement manuel du réactif. Le type du flacon, ici, on utilise par exemple 40 ml, et le type de réactif. Est-ce que R1 ou bien R2, comme vous savez, sur la biochimie, on a des méthodes qui sont très importantes pour la qualité des résultats, la qualité des réactifs à bord et après reconstitution pour les réactifs qui sont à reconstituer. Et après, pour le R2, on met la même chose, pardon, et on met R2, et après on met save ou bien enregistrer et fermer. Et vous voyez ici, sur la position, on a un M ou bien 2 M, ça veut dire que l'échantillon, ou bien le réactif a été mis à bord par la méthode manuelle. Ça veut dire on a chargé comme vous voyez ici, voilà, un M, un M.
La même chose ici, comme vous voyez, on peut avoir des informations sur le reliquat, bien le test qu'on a à bord et combien de tests restants par flacon. Si on veut activer le code à barre pour les gens qui ont cette option, le lecteur code à barre, soit d'échantillons ou bien des réactifs, on rentre sur utilité, c'est la partie là où il y a tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est setup. Donc, normalement, c'est si l'appareil dispose d'un lecteur code à barre, normalement, il est par défaut ou bien activer le code à barre. Donc, c'est ça la méthode. Donc, on rentre sur utilité, système setup, et en bas, il y a F2 Factory. Et vous voyez, ici, on active ou bien on désactive le lecteur code à barre. Et voilà, ça, le lecteur code à barre. Chose qui est très, très importante, c'est que pour les réactifs, normalement, la ligne qui sera lie, c'est uniquement la première ligne, bien la ligne extérieure. Parce qu'on a deux lignes, comme j'ai dit, parce qu'on a soit 40 ou bien 80 positions. Donc, les réactifs qui sont à l'extérieur, ça veut dire de la position 1 jusqu'à 50. Donc, c'est la position qui va être libre. Voilà. Ici, si on veut importer les réactifs, surtout pour les réactifs de minerai, alors ici, si on utilise le système si on importe les réactifs de minerai, ça veut dire qu'on importe non uniquement le nom des réactifs, mais aussi la méthode, le volume et tous les détails du réactif. Voilà. Et comme vous voyez ici, par exemple, tout à l'heure, sur les réactifs ça veut dire 1, ça veut dire le test, 1, le premier 1, ça veut dire le réactif R1 et 2, 1, ça veut dire le réactif R2. Et sur cette gamme de réactifs, sur le 240, 230, 240 Pro, on utilise ce qu'on appelle la série 200 des réactifs. Alors, c'est de couleur vert, jaune. C'est des flacons de 20 à 40 ml avec un volume mort, ça dépend des flacons, par exemple, de à peu près 3,5 ml. Alors, concernant les réactifs, j'ai résumé quelques erreurs les plus courantes qu'on trouve sur le terrain. Alors, soit l'utilisation d'un réactif expiré, soit un réactif qui a été n'était pas placé au réfrigérateur, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la chaîne de froid et la stabilité de réactif, ou bien du builder au flacon des réactifs. Alors, en cas de présence du builder, donc ça peut fausser le résultat, ça peut fausser le volume aspiré, donc ça peut fausser aussi la valeur du contrôle de qualité, les calibrations, ainsi de suite. On met des réactifs à la place de l'autre, donc ça reste la méthode manuelle inquiétante. Aussi, l'inclusion de réactifs, ça veut dire que les réactifs sont mal placés. L'utilisation des réactifs de deuxième génération avec des paramètres de première génération, ça veut dire, par exemple, la CRP maintenant, on a la CRP de deuxième génération, ça veut dire une CRP qui est, par exemple, développée par rapport à la première génération. Donne un nouveau enregistrer la vidéo, s'il vous plaît. On doit changer le paramétrage pour coller au réactif deuxième génération. Comme ça, on aura les paramètres, ou bien le paramétrage dédié à cette qualité de réactif. Maintenant, on passe à la calibration, ou bien la configuration. Pour
définir un calibrateur, il faut définir en premier lieu l'eau parce que c'est le basique ou bien ce qu'on appelle le blanc. Donc, il faut toujours cliquer sur réactif. Quel setup? Pardon. Il y a le water, donc toujours on active le water, ça veut dire l'eau, et avec la valeur par des on fait la définition d'un calibrateur. Donc, on rentre sur réactif. On sélectionne une ligne vide et on clique sur Define, ou bien définir pour les logiciels en français. Alors ici, on rentre les informations, le nom de réactif, le numéro de l'eau, ici et aussi la position. Après, on fait la définition des tests, par exemple, chaque calibrant avec chaque test ou bien un ensemble des tests. Et après, on met OK pour sauvegarder. Et parfois, on met importer. Si on utilise le réactif de minerai et le calibrant de minerai et le contrôle de qualité de minerai, il suffit d'importer un fichier comme cet exemple-là, et on aura toutes les informations, le calibrant et les valeurs du calibrant plus l'unité. Et ici, on peut rentrer sur règles pour modifier le paramétrage du calibrant, par exemple, le nom de test, ça veut dire la chimisterie, par exemple ici l'albumine. On peut modifier aussi, par exemple, la méthode, est-ce que c'est cinétique, deux points, point final, ainsi de suite. Et aussi les valeurs du calibrant et même le temps de calibration et l'intervalle de calibration. Et on met Save. Et après, pour lancer la calibration, on clique en bas sur F5 sur Cal, comme vous voyez, et on trouve un Cal Required. OK. Et on va sauvegarder ou bien enregistrer la demande de calibration. Et pour la vérification de calibration, bien de l'étalonnage après la calibration, on met sur réactif, la même fenêtre toujours, et on va sur biochimie calibration. Vérifier après la calibration, on trouve toujours sur le statut de la calibration soit calibrated ou bien calibré. Voilà. Et on clique sur Cal Curve ou bien la courbe de calibration. Et on aura la courbe de calibration et aussi la réponse, ça veut dire l'absorbance pour chaque point. Par exemple, ici sur le glucose, on a deux points, le 0 et la concentration de calibrant. Et on a la valeur au 0, ça veut dire la valeur du calibrant avec la réponse de calibration. Et aussi en bas, on a les caractéristiques, le R0 et le K, ça veut dire le facteur de la calibration. Et après, on va voir après la calibration. Alors, extension de temps d'étalonnage, ça veut dire parfois on a est périmée, on a la possibilité d'extrapoler la calibration ou bien étaler la date de calibration. Donc, il faut juste cliquer sur quelle option F8 et cliquer sur Extended Calibration Time. Comme ça, vous aurez le temps élargir et prolonger la calibration et prolonger la stabilité de la calibration encore. Un calibrateur, ça veut dire que c'est une utilise avec des calibrations avec différents points. Ça veut dire qu'on utilise une calibration avec des dilutions. D'abord de l'appareil, du calibrant tel que par exemple le CRP ou bien d'autres calibrations. Donc on coche
toujours, on reste sur setup ou bien paramétrage de calibration. On sélectionne le calibrant désiré. Après, il y a dilute, ça veut dire diluer. Et sur ce menu-là, on rentre la concentration finale du calibrant dilué, le volume aspiré, le volume du calibrant pour les dilués et aussi le volume du diluant pour le diluant. Ça veut dire on rentre la valeur finale, la valeur aspirée, le volume de calibrant et le volume de diluant. Ça veut dire le ratio de la dilution et en fonction du facteur de la dilution et on rentre la valeur de calibration. Ici, on utilise par exemple 3 ou bien 4 points. On met 1, 2 et 3. Ça dépend du nombre de points de calibration si on veut avoir une calibration à différents points. Alors pour les calibrations, les erreurs les plus courantes, bon, je vois qu'il y a des messages sur la conversation. Je pense qu'on va laisser les questions à la fin de la présentation. Comme ça, on pourra faire un check-up de toutes les questions. Merci. Alors, pour les calibrations, les erreurs les plus courantes, je pense que vous êtes d'accord tous sur ces erreurs qui sont les plus courantes sur les paillasses. Alors, par exemple, la valeur de concentration des calibrants ou bien les calibrateurs est mal choisie, ou bien l'utilisation d'un calibrateur non adéquat aux paramètres. Par exemple, on utilise la valeur de calibration du calibrant d'un ancien lot par rapport à un nouveau lot, ou bien on utilise un calibrant, par exemple, d'un test par rapport aux protéines spécifiques par rapport au glucose ou bien les transaminases, ainsi de suite. Ou bien les règles d'étalonnage ou bien de la calibration est mal sélectionnée, ça veut dire on utilise la méthode linéaire, on utilise logarithmique. Aussi, la calibration avec une seule pointe. Le calibrant, ça veut dire le volume et la quantité et aussi la qualité de l'eau distillée parce qu'on recommande toujours de faire attention avec la qualité de l'eau distillée. On recommande l'utilisation d'eau distillée pour la préparation d'injection ou bien la préparation d'injection, soit pour le calibrant ou bien pour le contrôle de qualité qu'on va aller voir après. Alors, vérification de résultats et quelques règles les plus courantes pour contrôle de qualité. Alors, la définition, ça reste toujours le même scénario comme le calibrant. Alors, on rentre toujours sur contrôle qualité ici, contrôle qualité setup. Et ici, on rentre le nom de contrôle, la position, ou bien le numéro de l'eau, la date de péremption, et la position, bien sûr, au carrousel. Et ici, on va définir les tests pour chaque contrôle. Il faudrait les chimistries. Par exemple, ici, on utilise protéines spécifiques, ainsi de suite. Ça dépend du contrôle et la fourchette que vous avez. Voilà. Et on rentre la valeur cible et le SD fourni avec le fournisseur du contrôle de qualité. Et après, on fait la définition des règles. Voilà. Les règles de Wistgaard, soit 2S, 3S, 2S, R, 4S. On va les voir après. J'ai un Et ici, on a le contrôle XY, ça veut dire si on a deux types de contrôle, le contrôle pathologique et le contrôle normal, on peut visualiser sur le même logiciel, mais même fenêtre, les deux contrôles sur le twin plot, on va les voir après. Alors, les règles de Wistgaard, comme j'ai dit, on active cette option-là, ça veut dire si on trouve un résultat inférieur à 2 SD ou bien supérieur à plus de SD, l'appareil va donner une alarme. Alors, si on active ici,
la première règle, ça veut dire 1-2S. La deuxième, ça veut dire 2SD. Ça veut dire si on active 2SD, si l'appareil trouve il va donner une alarme. Alors, cette règle-là, si on active la deuxième, la première, ça sera éliminé parce que la deuxième, c'est plus forte que la première. Et l'alerte 4 NSD, ça veut dire si l'appareil trouve 4 valeurs de même allure, ça veut dire les 4 valeurs supérieures ou bien inférieures à NSD. Et la quatrième règle, qui est la quatrième, la 3SD ou bien inférieure à moins 3SD, la valeur, si on setup cette règle-là, la machine va nous donner une alarme. Et 4SD, ça veut dire si il trouve entre deux valeurs de contrôle de qualité, ça veut dire test 1 et test 2, et la différence entre les deux, c'est 4 SD, ça veut dire 4 standards de déviation. L'appareil ici il nous donne entre les deux passages de contrôle. 10X, ça veut dire qu'on a 10 résultats de contrôle de qualité sont sur le même niveau, soit supérieur à la valeur cible ou bien inférieur à la valeur cible. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle est stable, mais toujours supérieure à la valeur cible. Soit inférieure ou bien supérieure à la valeur cible, mais ça reste toujours, ça sort entre la valeur cible. Voilà, ça c'est juste un résumé des règles de WestGuard qu'on peut appliquer sur notre système. Alors ici, c'est pour programmer le contrôle de qualité. C'est comme en programmation. Alors, on rentre sur programme, contrôle de qualité, et la position de contrôle qu'on utilise, et on pose quel test. Et après, on met save ou bien enregistrer et on lance avec la série ou bien avant la série. Menu ou bien visualisation des résultats, soit le Live Engineering qui est le premier. Ici, comme vous voyez ici, on a les deux contrôles de qualité. Le bleu, il est normal, et le rouge, il est pathologique. Donc, on aura une visualisation simultanée des deux contrôles de qualité par rapport au glucose, comme cet exemple-là. Ici, le cumulatif SAM, ça veut dire le cumulatif du contrôle de qualité, c'est par une période. Ici, on utilise aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une plot. Ça veut dire qu'on peut voir sur une carte les deux contrôles de qualité, normal et pathologique, et on voit toujours où le point. Si le point il est au centre, ça veut dire qu'on est près de la cible, soit sur le premier contrôle ou bien le deuxième contrôle, ça veut dire soit le pathologique ou bien le normal. Le premier carré qui est vert, ça veut dire le NSD. Si on a les valeurs, une point sur le carré, ou bien le rectangle, pardon, les rectangles bleus, vert à l'intérieur, ça veut dire la valeur de contrôle de qualité, ou bien la dernière valeur de contrôle de qualité, elle est à l'intérieur des NSD, soit sur le pathologique ou bien le normal. Et le deuxième rectangle rouge, ça veut dire le 2SD. Et si on dépasse ce rectangle rouge, ça veut dire on va aller sur les 3 SD, ça veut dire une alarme de contrôle plus de 2 SD. Voilà. Et ici, le résultat, on peut sélectionner comme vous voulez les résultats par période et aussi par test et aussi par type de contrôle. Alors, toujours, on parle des erreurs les plus courantes. Alors, la valeur cible, pour les contrôles de qualité, les erreurs les plus courantes, en premier lieu, on peut avoir que la valeur cible de contrôle de qualité est ou bien
la valeur de standard de déviation sont mal définies ou bien définies d'une manière incorrecte. Ça, c'est très important de vérifier les valeurs fournies avec le contrôle de qualité, ou l'utilisation d'un contrôle non adéquat aux paramètres, ou bien parfois on utilise le contrôle pathologique au lieu de contrôle négatif, on aura des résultats qui sont aberrants, ou bien l'utilisation d'un contrôle périmé, erreur de préparation de contrôle de qualité, comme le calibrant, ça veut dire soit le volume ou bien la qualité de l'eau distillée, et toujours on recommande l'eau des ampoules injectables. Voilà, ça a été la première partie, la partie produit, utilisation de logiciels. Et maintenant, on va entamer la partie technique. On va entamer la partie technique et on laisse les questions à la fin. Salam alaikum. Qui est coupé. Oui? De Gigel. Pardon? C'est le pétard de Gigel. Est-ce que le pétard de Gigel? Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, on a un problème في المندري 230. Oui? صرنا un problème في l'instant. On a un problème في le système d'exploitation. Échec du système d'exploitation. OK. Bon, comme j'ai dit, je vais laisser la parole à Hamza qui va présenter la partie technique. Et après la présentation, on va discuter entre nous. Merci, monsieur. Et aussi, si vous avez des questions, merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Hamza. Bonjour tout le monde. Donc, on va élaborer maintenant la partie technique sur le BS 240, comme on a vu avec monsieur BS 240. Ça sera aussi une occasion parce que la plupart des venus sur cette Mindray class sont des utilisateurs. Du coup, vous savez très bien la machine. Du coup, on va juste élaborer des parties qui sont principales. Alors, on va parler durant cette d'autres systèmes comme le 230 et le 240 Pro, comme je dis. Ensuite, on va voir la maintenance et l'entretien utilisateur et quelques suggestions pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. OK. Aussi, on va traiter un cas de dépannage pour la machine.
Donc, pour le système qui est le BS240, donc, il se compose, comme vous le savez tout le monde, d'une machine, le module d'analyse, et de module de commande, qui est le PC, où on va installer le software. Les parties principales sur le BS240, il y a bien sûr la carrousel réactif qui se compose de réactifs et d'échantillons on peut mettre, qui est réfrigéré bien sûr. Il y a la sonde Simple SR, ça veut dire Simple et Region. Puis de lavage qui se fait avec la cascade, qui est un système qui va éliminer les contaminations sur l'appareil. Cette sonde, elle est liée avec une seringue directe qui est liée bien sûr à un moteur pas à pas et va bien aspirer ou bien faire le dispense des serrer à faire le mélange ou bien le mixage des échantillons et des réactifs sur la carrousel réactionnelle où on pose les cuvettes. Donc ici, on pose les cuvettes, bien sûr. Et ici, c'est la station de lavage. Juste pour faire appel au BS240 Pro, on a vu d'une station de lavage. Mais pour le BS240 Pro, la station de lavage assure un lavage avec une cuvette de plus. C'est-à-dire, entre la première phase et la deuxième phase, il y a un espace d'un cuvette. Parce que la première phase, elle va faire le dispense du détergent. Du coup, et la deuxième phase va aspirer ensuite, va faire le dispense de l'eau distillée, bien sûr. Aussi, cette probe-là, et enfin, on va finir par une aspiration. Ensuite, je vais vous montrer en détail cela. Pour le BS240 Pro, comme j'ai dit, il y a une phase de retard entre ces deux sondes, ce qui permet à la cuvette de rester plus longtemps avec le détergent et d'assurer le nettoyage. Et bien sûr, vu depuis le derrière, il y a un interrupteur principal, il y a un port-série qui assure la communication entre le BS240, que ce soit le BS240 ou bien le BS230 ou bien le BS240 Pro, il y a toujours une communication avec un port-série, bien sûr une prise d'alimentation. Ici, c'est l'emplacement où on peut mettre les électrodes IESE, qui est bien sûr une option sur le BS240 ou bien le 240 Pro. Ça marche? Et bien sûr, on a l'interrupteur d'analyseur. Ce qui fait la différence entre cet interrupteur et cet interrupteur-là, pour cet interrupteur, il ne va pas couper l'alimentation sur la carrousel réactive. Ce qui permet que la carrousel réactive va garder la réfrigération des réactifs entre 2 et 8 degrés Celsius. Ici, c'est une vue sur les connexions fluidiques de l'appareil. Donc, sur ce connecteur-là, on va mettre l'eau distillée, bien sûr, et sur celui-là, on va avoir du détergent. Le détergent utilisé, c'est le CD80, qui est dilué à 1/10 avec de l'eau distillée. Donc, 1 litre avec 9 litres de l'eau distillée, on va faire du détergent. Et bien sûr, les tanks de ces eaux distillées ou bien détergents, ils sont dotés d'un système qui va détecter le niveau de l'appareil. Il va détecter le niveau du liquide dans le tank. Du coup, il va envoyer un message à l'appareil comme quoi si le détergent, bien, il est épuisé ou quoi. Et aussi, on a deux déchets. Un déchet qu'on l'appelle High Concentrated Waste. C'est un déchet qui est fait à l'aide d'une pompe. Or que le deuxième déchet qu'on l'appelle Low Waste, c'est fait juste par gravité. OK? Donc là, il y a quelques suggestions comment on peut installer ces water tanks ou bien le déchet. Donc, ici, il est toujours préférable que le tuyau de déchet ne soit pas courbé ou
quelque chose comme ça, il va créer des problèmes sur l'appareil. Il peut même fausser des résultats. Pourquoi? Parce qu'il va jouer sur la partie du dispense ou bien des cuvettes de la station de lavage, ce qui va faire des pannes, que ce soit d'aspiration ou bien de lavage des cuvettes. Le principe de mesure. On a pour le 230 ou bien le 240, on a un système qu'on l'appelle roue à filtre. Donc, cette roue à filtre, il y a plusieurs filtres avec différentes longueurs d'onde, de 340 à 880. Du coup, il va assurer les tests selon leur longueur d'onde. Et pour le 240 Pro, le système-là, il est doté d'un photomètre avec 12. Désolé, c'est juste une faute de frappe. Ici, il y a 12 longueurs d'onde pour le système de BS240 Pro. La technique ici élaborée, c'est pour le 240 ou bien le 230. Le photomètre est directement placé devant la carrousel d'échantillon. Du coup, donc ici, si vous voyez, ici, on a la lampe qui est sur ce niveau-là, OK, qui est sur ce niveau-là, la lampe. Ensuite, on a des lentilles ou bien des lentilles collimatrices qui vont passer par le filtre, qui est la roue à filtre, OK, et il va doter une longueur d'onde. Ensuite, il y a une autre lentille qui va converger la lumière vers la cuvette, vers le passage de la cuvette, et qui va générer une réponse sur la photodiode qui est liée avec une carte amplificateur pour nous donner, pour bien dire, traduire de longueur d'onde à une impulsion électrique. Or que pour le système du BS240 Pro, qui est doté d'un photomètre, comme j'ai dit. Donc, le photomètre, le principe du photomètre, on a la lampe qui est plus ou moins éloignée depuis la carrousel d'échantillon. Il y a une fibre, si vous voyez bien ici, il y a une fibre qui va partir vers la carrousel échantillon, et elle va être en direct. Donc la lampe, elle va passer par la fibre, elle va être en direct avec la cuvette. Ensuite, le photomètre, notre photomètre, le système tout complet, il va collecter cette information et la traduire selon 12 longueurs d'onde. OK? Donc, c'est un système plus performant pour cela. Maintenant, on va voir comment comment il se fait l'uniforme de température pour l'échantillon, pour assurer la réaction. Ici, on parle toujours dans la carrousel réactive, donc où il y a les cuvettes. Si on ouvre la carrousel d'échantillon, bien réactionnel, on va trouver 4 ventilateurs qui vont assurer une température chaude créée par ces plaques métalliques. Donc, on a les plaques métalliques qui vont créer la température selon… il y a d'échange de température depuis le bas et depuis le haut. Et celui qui va assurer cet échange de température à 37 degrés, ce sont les 4 ventiles. Donc, la plage de température, c'est pour cela. Il garantit la réaction de… OK. Maintenant, on va parler de système d'échantillonnage ou bien la sonde intelligente. OK. Donc, il a un système de suivi de niveau. OK. Il détecte le liquide et fait des échantillonnages plus précis. Donc, si jamais vous essayez de toucher sur la sonde avec main nue, vous allez voir qu'il y a une LED sur cette carte-là qui va s'allumer, okay, qui indique la bonne détection de niveau de la sonde. Donc, si on touche là à main nue, donc on va voir une lampe sur ce détecteur qui va flasher. Aussi,
elle est dotée d'un système de détection d'obstacles. Okay? Il y a ici une photodiode, okay, qui est liée avec la sonde. Donc, si elle rencontre un obstacle vertical, elle va sortir de cette photodiode qui va générer une anti-collision verticale. Aussi pour l'horizontale, il y a des techniques. Si on a l'extérieur et la sonde d'échantillon sont lavés avec un taux sur la partie applicative. Donc, celui qui assure ça parce qu'il se fait un nettoyage interne intense, okay, à l'aide de la seringue, comme on a vu sur le slide, la seringue va pousser l'eau destilée pour faire un nettoyage interne de la sonde. Et ensuite, on a la fonte qui va faire la cascade pour nettoyer le long de la sonde. Et comme vous voyez ici, les volumes d'aspiration sont vraiment minimes. On peut partir depuis 2 microlitres à 35 microlitres pour l'échantillon et depuis 10 à 200 microlitres pour le réactif. Donc, comme vous voyez, et comme M. Younes a mentionné, la sonde peut collecter le test d'hémoglobine. C'est la forme qui aide en cela. Donc, tout le long de cette sonde-là, elle peut intégrer dans le tube et aspirer des globules rouges, bien sûr. Ici, on va parler du système de lavage. Okay? Donc, la conception de lavage de cuvette, c'est de nettoyer les cuvettes de réaction pendant 8 phases pour éliminer la contamination. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par 8 phases? Okay? La sonde, comme vous voyez, il y en a 4. Mais d'où vient l'histoire de 8 phases? Il y a sur chaque sonde 2 sondes. Une qui va faire le dispense et l'autre qui va faire celle qui est en avant, elle va faire l'aspiration. Donc, quand la sonde va arriver, quand la cuvette, bien sûr, va arriver sur cette sonde-là, ce mécanisme de lavage va s'insérer sur les cuvettes. Il va faire le dispense tout d'abord. Okay? Il va aspirer tout d'abord le liquide qui est restant de la réaction. Okay? S'il y a du déchet sur la cuvette, c'est celui-là. C'est la première sonde d'aspiration qui va aspirer. Ensuite, on va rajouter du détergent. Ici, comme vous pouvez voir, le détergent et le water c'est-à-dire l'eau destilée, ils sont préchauffés avant d'entrer sur la station de lavage. Donc, ils sont préchauffés à 44 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va injecter du détergent, il va rester sur la cuvette pour un temps X. Okay? Il va venir sur cette sonde, elle va aussi s'insérer. Il va aspirer et ensuite faire le dispense de l'eau destilée jusqu'à, de même, cette phase va faire de l'eau destilée, donc on appelle détergent, eau destilée, eau destilée, eau destilée. Mais la dernière, il n'y a qu'une seule sonde, elle fait l'aspiration. Comme vous voyez, il y a le bout blanc sur la sonde là. Pourquoi? Elle a la forme d'une cuvette, comme vous pouvez le voir. Pour aspirer tout le liquide ou bien l'eau destilée qui est restant sur les extrémités de la cuvette en intérieur. Du coup, il ne reste plus que 1 microlitre d'eau résiduelle. Okay? Du coup, c'est un vidange à haute pression. Ici, je vais faire une petite présentation sur le logiciel de modification de l'impression. Si vous voulez modifier l'impression, je vais juste vous donner des guides, ok? Et on va, comme j'ai mentionné sur le groupe, on va partager avec vous les documents nécessaires pour cela, la présentation qu'on a fait, et aussi un enregistrement de la séance, et ainsi que des fichiers, ok? On va vous dire comment on peut avoir ces documents. Donc ici, il y a sur le PDF une introduction sur ce système de modification de l'impression du BS240, des tests. Okay? Vous pouvez modifier comme vous voulez.
OK? Donc, je vais laisser ce fichier jusqu'à la fin et le partager avec vous. Donc, un instant. Excusez-moi. OK. Maintenant, on va passer à la partie de la maintenance du BS 240 ou bien 230 Pro. Donc, tous on le sait, pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, il faut faire une bonne maintenance. Donc, ici, il y a des maintenances qui sont commandées qu'on peut les commander. Donc, je sais très bien que la plupart d'entre vous connaissent ces différentes maintenances comme le Home. Donc, cette maintenance, elle vous facilite s'il y a un blocage au niveau des mécanismes de l'appareil. OK, vous pouvez cliquer Home, bien ACC sur Utilité. Ça aide pour faire l'initialisation. On a aussi Clean Probe Mixer Washwell. Donc, ça va faire le nettoyage des probes et des mixeurs sur les washwell. Clean Probe intérieur, comme je vous ai dit, il y a la seringue aide à infiltrer de l'eau distillée vers la sonde. Il y a Special Wash, c'est un nettoyage intense, OK, pour que ce soit pour les probes ou que ce soit pour la station de lavage. Donc, on a différents, et même pour faire le remplacement des cuvettes, il faut cliquer sur cela avant de remplacer les cuvettes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parfois, on va remplacer des cuvettes sans dire au système que j'ai remplacé des cuvettes. Pour le système, lui, il va dire que la cuvette n'a pas été changée. Du coup, il va faire un test on appelle une absorbance background. Donc, il va faire une absorbance, il va comparer l'absorbance des cuvettes qui ont été les anciennes cuvettes, avec l'absorbance avec les nouvelles cuvettes. Il va trouver une différence de plus ou moins 3%. Il va vous détecter une erreur. Il va dire plage 10 fois, water blank, out of range. Donc, quelque chose comme ça. Du coup, il faut toujours, avant de remplacer les cuvettes, il faut les remplacer par ici et suivre les consignes qui vont sortir. OK? Donc, un instant. OK. Aussi, on a cuvette check. Après le remplacement du cuvette, il est préférable de faire cuvette check. Comme ça, on va s'assurer de la netteté de ces cuvettes. Okay. Le photomètre check, il est préférable et suggéré de le faire après le remplacement de la lampe. On va voir sur cette partie-là. Donc, comme j'ai dit, ça, ce sont des maintenances commandées. Et aussi, il y en a des procédures de maintenance qui peuvent vous guider en cela. Donc, comme j'ai préparé alors ce fichier Excel qu'on va partager avec vous à la fin. OK? Donc, on a des maintenances journalières, des maintenances hebdomadaires, des maintenances mensuelles, des maintenances trimestrielles, semestrielles et aux besoins si nécessaire. Donc, tout cela, il est présent sur le manuel d'utilisation de l'appareil BS 240 et bien 240. Par exemple, pour les maintenances journalières, on va parler comme ça. On va voir s'il y a des maintenances qui se font quotidiennement. Okay? Il y a la vérification des sondes, des mélangeurs ou bien le mixeur ou bien les puits de lavage. C'est juste une vérification à l'œil. S'il n'y a pas de problème, tout va bien. La sonde est à sa place. Donc, des vérifications. Avant le démarrage, bien sûr, la vérification du réservoir d'eau distillée et le raccordement du tube. Donc, ça reste aussi des vérifications à l'œil pour garder la bonne netteté de l'appareil. Vérification des seringues échantillons. Donc, pour les maintenances journaliers, c'est juste des vérifications de routine. OK? Pour des nettoyages qui sont hebdomadaires, c'est-à-dire chaque semaine, il est préférable d'exécuter un nettoyage extérieur de la sonde,
sur la partie commandée que je vous ai montré sur la slide précédente. Nettoyage mélangeur, solution spéciale de lavage. Donc, tout ça sur cette partie-là. OK? Donc, contrôle de cuvette, vérification de photomètre. Donc, ça, ce sont des maintenances hebdomadaires à faire. Donc, vous arrivez à voir le fichier Excel, c'est ça? OK. Just PPT. Okay. Très bien. OK. Maintenant, j'ai cru que vous voyez le fichier là. Donc, on a parlé des maintenances journalières. Okay, ce sont des maintenances à l'œil qu'on peut faire sur l'appareil, comme la vérification de la solution de lavage, de la sonde, le branchement de déchets, le branchement d'eau distillée ou bien de détergent. OK? Donc, on a toutes ces sortes de maintenances journalières ou bien des vérifications avant démarrage, comme je dis. Aussi, il y a des maintenances hebdomadaires, OK? Comme vérification du photomètre, contrôle des cuves, comme vous avez vu sur la slide précédente. OK? Des maintenances mensuelles, nettoyage puis lavage. Nettoyage de la station de lavage, donc ces maintenances, il est préférable de les faire avec l'appareil out of voltage, c'est-à-dire éteinte, l'appareil éteinte. Comme ça, vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil sans être touché par la sonde qui risque. OK? Et il y a aussi des maintenances comme l'étalonnage de la pompe parce que pour des maintenances ISE, comme je vous ai parlé, on peut faire des ISE sur l'appareil, mais ça reste optionnel. OK? Des maintenances trimestrielles comme le nettoyage de réservoirs d'eau déminéralisée, il est vraiment important cette maintenance. Parfois, ça vous facilite la vie, ça peut créer même des problèmes si la réservoir d'eau distillée n'est pas nettoyée. Parfois, ça crée des problèmes, ça fait des résidus sur la réservoir. Ensuite, elle est aspirée par la sonde, ce qui peut fausser les résultats ou bien créer des bouchages sur la tuyauterie interne. OK? Ensuite, aussi, il y a le remplacement du corps filtre. C'est le filtre qui se trouve avant l'eau distillée ou bien le réservoir d'eau distillée. Il est préférable de le remplacer chaque 3 mois. C'est trimestriel. Mais parfois, il y a des utilisateurs qui peuvent l'utiliser jusqu'à 6 mois sans problème. Parfois, on voit plus que ça, mais ça reste recommandé depuis Mindray de le remplacer chaque 3 mois. Aussi, il y a des maintenances semestrielles, c'est-à-dire chaque 6 mois, remplacement de la lampe. Comme vous savez, la lampe a une durée de vie de 2000 heures. Okay. Aussi, il y a des maintenances au besoin, comme le nettoyage des panneaux de l'analyseur et ainsi de suite, le nettoyage de l'intérieur de la sonde. Et il y a aussi des maintenances qui ne doivent pas être faites par l'utilisateur. Ça peut créer d'autres problèmes. Par exemple, comme le nettoyage de l'intérieur des sondes, ça peut créer un problème si vous n'avez pas les bons outils pour faire ce nettoyage-là ou bien sur cette partie-là, ça peut créer aussi un problème. Donc, on invite d'appeler le service ingénieur là où vous êtes. Donc, comme vous savez, Mindray a des distributeurs partout. Et pour la partie francophone, que ce soit le Maroc ou bien l'Algérie, sont les distributeurs qui prennent en charge la maintenance ou bien les réparations de ces machines-là. OK? Donc, ici, je vais revenir sur la slide. Un instant. Je vais revenir. OK? Donc là, ce sont les maintenances commandées, la procédure de maintenance. Comme j'ai dit, tout est sur le manuel d'utilisation. On a un manuel d'utilisation en français où vous pouvez le relire et extracter plus d'informations. Aussi, il y a une carte d'utilisation de l'appareil, que ce soit de côté utilisation quotidienne ou bien des maintenances. Donc, elle est là. Clean, donc là, ce sont les enregistrements de maintenance. Ça préfère la maintenance. Vous pouvez l'enregistrer comme ça. Le système va savoir c'était quand la maintenance. Vous pouvez
directement mettre Select All. OK? Comme ça, le système va savoir que vous avez fait ces maintenances-là. Pour le cas de dépannage que j'ai choisi, il y en a plusieurs cas de dépannage, mais le problème, ça peut enrober plusieurs parties qui sont mécaniques, mais pour les problèmes quotidiens, je veux parler juste de remplacement de la lampe. Et si on peut échanger quelques erreurs, ça sera bon. Donc, pour le remplacement de la lampe, vous entrez comme c'est vu sur utilité maintenance, biochimie maintenance, remplacement de la lampe, continuez ensuite. Quatrièmement, vous retirez la plaque de couvercle, comme vous allez voir ensuite sur la slide qui va venir, et installez la nouvelle lampe et la vis de fixation, c'est que le connecteur de joint torique est sélectionné, terminé. Donc là, vous voyez, c'est la partie de remplacement un instant. Oui. Donc, il y a des retards. Là. Donc, ça, c'est la plaque qui le cache, le couvercle de la lampe. Quand vous allez l'ouvrir, il y a la lampe, il y a une fixation ici ainsi que deux connecteurs qu'il faut les éliminer. Ensuite, il faut remettre les choses à sa place et cliquer sur Terminer. Et ensuite, comme suggéré, de faire la vérification du photomètre. Chose à savoir, une chose qu'il faut connaître sur une différence entre la valeur AD, c'est la valeur analogique, et l'absorbance. Normalement, la valeur que vous devez avoir pour la vérification du photomètre, ça doit être entre 3000 et 10 000. On va dire c'est normal. Donc là où vous recevez des absorbances supérieures à 10 000, on va tomber sur Light Intensity Too Low. Donc, pourquoi j'ai dit cette partie-là, elle est vraiment intéressante parce que ça peut nous donner des idées sur l'erreur, comme les erreurs que vous avez Light Intensity Too Low. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité lumineuse ou bien l'absorbance, elle est trop élevée. Donc, il y a donc, l'intensité lumineuse, il est trop bas. Du coup, il y a un problème sur la cuvette ou bien la lampe, il y a un problème sur la lampe. OK, pour cette partie-là. Si c'est supérieur à 40 000, ça va tomber sur une lampe qui est éteinte. Donc, c'est comme ça marche sur le système de la lampe. Si c'est inférieur à 3 000 l'absorbance, donc inférieur à 3000, c'est-à-dire que toute la lumière est absorbée sur le photomètre. On va dire qu'il n'y a pas de cuvette. Mais s'il y a de cuvette, ça doit être entre 3000 et 10 000. C'est normal. Mais si c'est plus que ça, peut-être que la lampe n'est pas bonne, peut-être que la cuvette, elle est un peu sale. Bien, il ne laisse pas la transmission de la lampe. OK? Donc, on peut savoir plusieurs idées sur cette partie-là. Sur cela, on a terminé la Mindray class. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, je vais vous partager un instant, désolé. Attends un instant, je vais juste partager l'opération. Il y a aussi une carte d'exploitation qui se donne avec l'appareil, comme la vérification avant le démarrage. Donc, il est préférable d'imprimer ces deux pages, c'est juste deux pages, OK, qui va vous donner des informations sur l'utilisation quotidienne de l'appareil, comme étalonnage, préparation des réactifs, test d'échantillons, maintenance journalier même, la mise hors tension, qu'est-ce qu'il faut faire, le fonctionnement après de la mise hors tension. Donc, sur cela, comme j'ai dit, on a terminé la partie de Mindray class sur le BS 240. Donc, je laisse la parole à M. Younes. Alors, merci Hamza pour votre intervention. Alors, j'ai déjà communiqué avec vous sur la partie de chat ou bien conversation en lien.
parce que la plupart des gens, ils demandent comment ils peuvent avoir l'enregistrement et la documentation. Donc, on a un lien ici. Je vais le recopier encore une fois. Vous pouvez le remplir. Et comme ça, on aura l'accès à vos mails et on pourra vous communiquer l'enregistrement et aussi la documentation. Alors, merci de remplir ce lien-là. C'est en 2 secondes. Alors, maintenant, on passe aux questions. Alors, j'ai déjà des gens qui ont demandé nos mails. J'ai communiqué Bonjour. mon mail Younes et Hamza. Et nous sommes au Maroc. Alors, nous sommes au bureau du Maroc. Je suis un product spécialiste et Hamza, service ingénieur. Et aussi, on pilote l'Afrique francophone avec des collègues en Algérie aussi. Alors, on a Abbas qui est product spécialiste en Algérie et aussi Farhat, service ingénieur en Algérie. Donc, on est 4 personnes pour piloter l'Afrique francophone. Donc, si vous avez des questions, soit nous directement, bien nos collègues en Algérie pour les clients d'Algérie, par exemple. Alors, oui. Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est l'hôpital de Gijana, monsieur, s'il vous plaît. Oui. On a un problème في المندرية 230. Oui. صرنا un problème تحرك البلوك d'alimentation دينا لا مينتونونس عاود فورماطنا اسمو كي عاودنا انستالينا ولا يصرنا ان شاك دو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي ما يمشيناش المندري على هذا. Allô? Est-ce que, oui, je vous entends. Je vous entends. Est-ce que vous avez déjà contacté le service après-vente de Cedid, qui est votre distributeur, ou bien votre service après-vente, ou non? Est-ce que vous avez déjà contacté le service après-vente? مغرف على التقرير الأخرى صح هذه Alors, donc j'ai vu quelques questions ici. Comment interpréter les tests photométriques selon les longueurs d'onde? Je n'ai pas compris la question. Alors, est-ce que, il y a une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un choix de retour vers